eh bien vous aurez droit à des matchs de cette époque-là pendant toute la saison. La récupération stéphanoise, bon tacle de Jean Tigana qui est allé franco. On voit le numéro 14, Pierre Raon. Milieu de terrain, on a vu Rob Witschge également. Alors ça manque un peu de fantaisie côté arbitral désormais. C'est vrai que Monsieur Wurtz a amené sa petite touche, Oui. sa petite touche on va dire artistique, oui, de détente même. Ouais. Il a donné un visage humain à l'arbitrage, on va dire. Robert Wurtz. Dommage qu'on entendait à l'époque uniquement que ces coups de sifflet, parce que il avait également, il a toujours d'ailleurs, un accent alsacien à Très couper prononcé. au couteau. Germain avec Carlos Moser, lui aussi vient de débarquer à Marseille. Et les nostalgiques ont reconnu bien évidemment l'ancienne configuration du Vélodrome. Attention à cette faute là sur Pierre Raon. C'était un pressing signé Philippe Vercruis. Dans laquelle près de 30 000 spectateurs se sont massés pour l'avenue de Saint-Etienne. Vous l'avez dit, c'est une affiche, mais parce que c'est une affiche traditionnelle du championnat de France, une vieille affiche. L'AS Saint-Etienne n'est pas au mieux, aux portes de la relégation, dans la deuxième moitié du tableau. L'AS Saint-Etienne fait un peu l'ascenseur entre... Après seulement 10 journées, hein, Guillaume. Oui, mais la SSE a perdu de son lustre passé. Alors que C'est un l'Olympique club de qui essaie Marseille, de revenir, oui. et on le sait désormais, est à l'aube d'une... Marseille est au sommet, puisque D'une Marseille vient de réaliser le doublé, hein, Coupe Championnat. est à l'aube d'une très bonne période, une période faste qui ira au moins jusqu'en 93. Sont arrivés cette saison à Marseille Chris Waddle, on vous l'a dit. Carlos Moser, évidemment. Bruno Germain. Francescoli qui n'est pas sur le terrain également, vient de signer. Tout comme Gérard Bernardet, qui lui est sur le terrain. L'ancien meneur de jeu montpelliérain. Aujourd'hui entraîneur de Montpellier d'ailleurs. Et cycliste émérite également, on l'a vu cet été. Papin. Attention à cette faute non sifflée. Il est allé au contact, Manu Amoros. Il joue côté gauche, là, côté droit pardon, avec l'Olympique de Marseille, alors qu'il joue plutôt à gauche en équipe nationale. C'est évidemment Eric Dimeco qui occupe le couloir gauche. Le voilà Laurent Fournier, à la silhouette caractéristique. Bon contrôle avec une grosse faute de Chris Waddle. Et les spectateurs, les fans de l'OM se sont interrogés lors de l'arrivée de Chris Waddle sur l'état de forme de l'Anglais, parce qu'il est arrivé un petit peu empâté selon certains, et souffrant de la chaleur également. C'est vrai que c'est pas les mêmes températures qu'en Angleterre. Mais il s'adapte. Qui avait régulièrement des intersaisons un peu difficiles, parce que c'est un joueur qui aime bien la bière, relâche, la bière, voilà. Mais qui est doté d'un pied gauche exceptionnel. Attention, ce coup franc signé Laurent Fournier, dégagement de Bruno Germain. Vercruis. La grande classe de Philippe Vercruis, évidemment. Regardez cette ouverture magnifique pour Gérard Bernardet qui a poussé une accélération. Il est bien repris par John Sivbeck. Beau frotton. Laurent Fournier avec Sivbeck, encore lui. Loin devant. Il cherchait ses attaquants. Et une nouvelle fois Vercruis qui fait admirer sa technique dans le rond central. Relais avec Tigana. Bernardet. Germain. Et Dimeco. Jusqu'à ce jour-là, Marseille est invaincu au Stade Vélodrome. 4 matchs, 4 victoires. Tout le monde attend évidemment la 5e sur l'un des grands ennemis. Et là, on reconnaît évidemment le style JPP à ses débuts, avec cette faute sur Rob Witschge, auteur d'une carrière exceptionnelle, avec l'Ajax, avec l'équipe nationale des Pays-Bas évidemment. Et qui jouera à Bordeaux plus tard d'ailleurs. À l'Ajax d'Amsterdam, grand pourvoyeur de joueurs. Ah ouais. Club formateur. Ils sont tous passés par là. Les Davids.
L'Écleuil verte. Zedorf. Les Clarence Zedorf, bien sûr. Les Keman, les frères de Bourg. Enfin, et Mido. Mido que tout Marseille attend. Vous le verrez dans le journal aujourd'hui d'ailleurs. Le nouvel attaquant égyptien de l'Olympique de Marseille qui a signé donc ce week-end au Caire un contrat avec son nouveau club. Match pour l'instant cadenassé par les deux équipes. On s'observe beaucoup, même si la maîtrise technique est plutôt pour l'Olympique de Marseille qui joue à domicile et qui se doit de faire le jeu plutôt. Ouais, Chris Waddle n'a pas encore vraiment pris ses marques. Il ne fait pas encore les festivals qu'il a pu faire par la suite. Mais il est en train de retrouver la forme. Vercruis. Beaucoup d'élégance chez Philippe Vercruis. Toujours la tête levée pour pouvoir donner des ballons très rapidement. Une technique hors du commun. Dimeco vers Germain. Germain qui jouait comme d'habitude chaussettes baissées jusqu'à ce que le règlement chercher Jean-Pierre Papin, ballon dégagé, ça va revenir. Protège tibia. Vercruis. Moser. Germain qu'on surnommait Big Jim si mes souvenirs sont bons parce qu'il était ou Crocodile Dundee également parce qu'il ressemble à Crocodile Dundee. À Paul Hogan. Oui, Paul Hogan, l'acteur. Ouais. Qui nous a quittés il y a quelques années. Et Big Jim, c'était évidemment en fonction de au vu de sa musculature, c'était un vrai athlète, Bruno Germain. Il est resté le même aujourd'hui. Oui, pour l'avoir croisé plusieurs fois, notamment des concours de footy-volley. Oui. Ou de beach soccer même, c'est encore un athlète. Vercruis, tous les ballons passent par lui. Germain. Et Bernardet. Alors Bernardet, il est devenu un peu un précurseur lui dans ce rôle de petit milieu excentré. On en a maintenant l'image avec l'exemple avec Ludovic Giuli ou Vicage Dorasso par exemple. Ça a été un des premiers petits gabarits comme ça à tenir debout en toutes circonstances et à dérouter les adversaires par des dribbles et des enchaînements très vifs. Alors monsieur Wurth est venu voir ce qui se passe. Un Stéphanois est à terre. À l'hôpital chante le public marseillais. C'est de bonne guerre. Jean-Pierre Papin est venu s'enquérir lui aussi de la santé. Qui est au sol, moi j'ai l'impression que c'est Laurent Fournier. Oui, le numéro 8. Ouais. On voit ici Guy Clavelou et Pierre Aron en grande discussion. Les deux milieux de terrain stéphanois. Avec son allure caractéristique, Laurent Fournier. Et ses yeux lui aussi exorbités. Une très grande carrière dans le championnat de France. Connu pour ses yeux exorbités et son regard perçant lors des matchs. Bonne déviation là de Papin pour Germain qui a suivi Waddle, qui joue dans un rôle assez axial. En fait, il se promène sur tout le front de l'attaque marseillaise. Amoros, Tigana, des noms qui font rêver. Alain Roche, on l'avait oublié. Le centre de Manu Amoros, donc qui va être récupéré par Alain Roche justement. Très jeune défenseur central venu de Bordeaux, qui connaîtra une saison un petit peu difficile avec Marseille et qui ensuite fera une carrière extraordinaire au Paris Saint-Germain notamment. Il venait pas d'Auxerre, Alain Roche à cette époque-là? Non, il est parti ensuite à Auxerre. Et là il venait de Bordeaux. D'accord. Il est allé se relancer à Auxerre avant de signer pour le Paris Saint-Germain. Waddle. Comme beaucoup de joueurs, comme Laurent Blanc.
Enzo Schifo. Geiger. Pour l'instant, une défense centrale stéphanoise qui tient le coup. Sivbaek, international danois, champion d'Europe avec le Danemark. Et c'est reparti avec Dimeco. Marseille, vous le remarquez, qui joue avec 5 défenseurs. Dimeco est stopper gauche et c'est Bruno Germain qui tient le couloir. Attention à Manu Amoros, deuxième poteau, c'est bien joué la déviation de Jean-Pierre Papin. Non, ce sera une sortie de but pour Beaufreton, le gardien stéphanois. Dont on a souvent loué les qualités au pied, Jean-Pierre Papin, mais qui possédait une détente exceptionnelle. Ouais. Athlète formidable à tous les niveaux. Qui a encore cette année marqué une cinquantaine de buts avec son équipe de promotion d'honneur ou de district, je ne sais plus, du côté de Bordeaux, du côté du Cap Ferret. C'est un phénomène, Jean-Pierre Papin, ça reste un phénomène. De toute façon, Jean-Pierre Papin, on le sait, pour l'avoir croisé des dizaines de fois, et sur des terrains également. Après avoir arrêté sa carrière, il avait encore l'esprit de compétition. Ouais, il est obsédé par le jeu. Oui, et que ce soit un match amical, un jubilé, et a fortiori le sien, on s'en souvient au Vélodrome où il avait mis un coup franc extraordinaire encore à 37 ans. Et bien Jean-Pierre Papin, lui, aime la compétition, aime le jeu et aime gagner surtout. Allez, les premiers dribbles chaloupés de Chris Waddle. Regardez, il est passé l'anglais, il va peut-être frapper. Non, un bon tacle défensif là. Mais il nous a fait le premier numéro de la soirée, Chris Waddle. Une faute, mais l'arbitre, monsieur Vios, laisse jouer le ciseau de Jean-Pierre Papin. Ça y est, le Vélodrome est en train de se réchauffer. Et tout en conduite de balle extérieure, vous allez voir ça. Chris Waddle du pied gauche. Je vous rappelle que nous sommes au mois de septembre 1989, si vous venez de nous rejoindre. 10e journée de championnat. L'OM affronte Saint-Étienne. Allez, dégagement pour Beaufreton. Alain Roche, Bruno Germain et Carlos Moser. Alors Moser, lui, il a marqué pour sa première journée de championnat, si je ne m'abuse. C'était du côté de Lyon, Marseille qui est venu s'imposer 4 buts à 1 à Gerland. Oui, les temps ont bien changé parce qu'il y a longtemps que l'Olympique de Marseille n'a plus gagné du côté du quartier Gerland. Attention à Sivbeck, c'était pour Etienne Mendy qui était de toute façon hors jeu. Et la défense marseillaise avait été vigilante. On s'était bien aligné. Vercruis. Petit râteau, il en raffole. Philippe Vercruis de ses changements de direction. Manu Amoros. Chercher Jean-Pierre Papin le long de la ligne. Il a levé la tête, il va feinter le centre et obtenir un corner. L'attaquant marseillais, c'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux apparemment. Il n'y avait pas grand monde au centre de la surface de réparation stéphanoise. Manu Amoros pour le frapper. Et Carlos Moser très certainement est monté aux avant-postes pour placer un coup de tête, lui qui possède aussi une détente faramineuse. Et c'était pour Chris Waddle. Attention, Bernardet. Ah, il a raté sa reprise, c'était peut-être Vercruis. Ou peut-être Vercruis. Ouais. Philippe Vercruis. Non, c'était Carlos Moser. Carlos Moser, il a un petit peu la même coupe. C'était une coupe très, très en vogue à l'époque. Très en vogue à l'époque. Beaufreton aussi d'ailleurs. On a appelé ça une Lionel Richie. Le célèbre chanteur de Rhythm and Blues. Alors que Chris Waddle, lui, arborait évidemment la coupe qui l'a rendu célèbre. Très en vogue en Allemagne notamment à cette époque-là. Oui, dans les pays de l'Est plus généralement.
Ouais, il a été un petit peu court, Chris Waddle, là il joue l'intox pour demander le ballon et demander un corner en prétextant que cette balle a été touchée par un défenseur stéphanois, mais l'ouverture était trop profonde pour l'attaquant anglais. Et Lionel Richie, dites-vous, ça m'a interloqué ce... Ouais. Il faut avoir les cheveux frisés alors. Vous pouvez faire une mise en pli. C'est vrai. Il faut vraiment passer beaucoup de temps quand on est footballeur professionnel pour... On a peut-être d'autres préoccupations, notamment celle de s'entraîner. On aperçoit Étienne Mendy, qui est ensuite parti du côté de Sochaux et qui est aujourd'hui agent de joueur. Il travaille aux côtés du plus grand agent français, très certainement, Pape Diouf. C'est lui notamment qui s'occupe de Didier Drogba. Et d'Ibrahima Bakayoko par exemple. Entre autres. Et de Grégory Coupé, que l'on annonce peut-être à l'Olympique de Marseille. Moros. Non, c'est Alain Roche, pardon. Le voilà, Moros. Waddle. Et voilà encore les passements de jambes de Chris Waddle. C'est le début d'une longue histoire d'amour avec le stade Vélodrome. Il avait cherché l'appel de Bruno Germain. Oui, il avait vu Bruno Germain s'engager en profondeur. Et comme on sait que les gauchers ont un temps de réaction moindre par rapport aux droitiers de quelques centièmes de seconde, ça aurait pu faire la différence sur cette ouverture. Silbeck. Quand je dis moindre, plus rapide en tout cas. Ouais. Tibeuf. Et pas grand chose à se mettre sous la dent depuis à peu près 20 minutes maintenant que cette rencontre a débuté. Saint-Etienne qui est venu pour défendre, hein, on le voit au positionnement de l'équipe. Saint-Etienne entraîné par Robert Arbin, évidemment. Ouh, attention, Jean-Pierre Papin. Cette tentative spectaculaire de JPP. Robert Arbin, dit le Sphinx, qui lui aussi laissera à la postérité une coupe de cheveux inoubliable. Ouais. Une spécificité capillaire hors du commun. Empruntée elle plutôt au Jackson 5 d'ailleurs. Oui. Ou Harlem Globetrotters. Dans le même esprit. Gaëtan Huard, qui a drainé avec lui, qui a fait fortement augmenter la fréquentation féminine du stade Vélodrome. Gaëtan Huard, on s'en souvient. Et qui ne vieillit pas pour le croiser aussi régulièrement lors des directs d'avant-match. Il fait toujours autant frémir nos collègues féminines, nos collègues de travail ici à OMTV. Nos consoeurs, dirons-nous. Dimeco. Il s'est emmêlé les pinceaux. Féminin du Vélodrome qui devrait augmenter la saison prochaine avec le jeune Mido que vous avez sûrement aperçu dans le journal. Ce sera trop long. Deuxième poteau pour Papin. Papin à la lutte avec Clavelou. Et c'est Silbeck qui relance. Pour Fournier. Geiger, il est monté, le Suisse, attention, c'est pas joli, mais il avait signé avant. Heureusement il avait sifflé avant. Que l'arbitre avait levé son drapeau. Je suis pas persuadé que Jean Tigana ait vu l'arbitre de touche lever le drapeau. Mais à l'époque, ça ne valait pas encore un carton rouge. Non, mais un bon carton jaune. Deux joueurs, indique l'arbitre assistant. Deux joueurs en jeu sur cette action. On appelait encore à l'époque un arbitre de touche. Un juge de touche. Juge de touche. Aon à la lutte avec Dimeco et c'est reparti. Jeannot Tigana, le métronome de l'équipe avec Chris Waddle qui a permuté avec Vercruis. Belle accélération de Waddle. Oui, c'est beau ce qu'il a fait Waddle avec la frappe de Papin. Il ne les rate quasiment jamais, celle-ci.
Alors, beaucoup ont vu Chris Waddle hors de condition lors de son arrivée et en quelques journées déjà, je peux vous dire que pour planter une accélération comme ça, un crochet, un déhanchement et une accélération, il faut avoir des cuisses surpuissantes et surtout être au mieux de sa forme parce qu'il a laissé le milieu de terrain stéphanois sur place, l'anglais. Et au fil des minutes, on s'aperçoit que Marseille est en train de prendre véritablement l'ascendant. On a vu quelques pics lancés par Waddle. Et les Stéphanois ont de plus en plus de mal à contenir les vagues marseillaises. Fournier avec Aon. Et Gégère qui joue devant. Hein. Vercruis. Bernardet. En relais avec Waddle et Bruno Germain est venu prêter main forte à son attaque. Ce sera trop long. Une deuxième poteau. Mais il y a quelqu'un, c'est Manu Amoros. Qui évite la touche. Oui, une petite obstruction peut-être là sur Manu. C'est sifflé. Oui, et il l'a vu, Robert Wurtz. Ouais. Il va se charger du coup de pied arrêté, à moins que ce soit Chris Waddle qui s'en charge. Et Carlos Moser, vous l'avez entreaperçu, va se passer au deuxième poteau. Reculé, dit Monsieur Wurtz. Marseille entraîné par Gérard Gilly, hein, auteur du doublé la saison précédente. Attention à la tête de Moser, il s'était envolé le Brésilien. La frappe de Dimeco, ça passe au-dessus. Nouvelle alerte pour Beaufreton. Et toute la puissance de Carlos Moser sur cette tentative de tête. Lui qui s'imposera comme sans doute le meilleur, l'un des meilleurs défenseurs qu'on a vu dans le championnat de France, l'un des meilleurs défenseurs étrangers. Ah, il y en a eu des grands à Marseille. Karl-Heinz Forster, Moser, Van Buiten évidemment. Bernard Casoni, Basile Boli bien sûr. Grande tradition de défenseurs centraux. Et puis d'autres qui ne laisseront pas vraiment de traces dans l'histoire. Je pense au duo Malouchi-Franceschini par exemple, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais pas forcément en positif. 96-97. Alors changement de maillot, que se passe-t-il? C'est De Guerville qui a visiblement abîmé son maillot. Un petit carton. On pense aussi à Bruno Ngotti, qui ne laissera pas une grande trace. Oui, mais enfin qui avait d'autres atouts et un autre palmarès que les deux jeunes Italiens. Qui ont disparu par la suite, on ne les a plus vus ni dans le championnat italien ni ailleurs. Ils ont disparu en série B ou série C. Ils n'ont pas laissé une trace indélébile. Mais on s'en souvient encore pourtant à Marseille. D'un autre côté, c'était une équipe faute là sur Chris Waddle, qui était en pleine reconstruction et qui s'est un peu monté à la hâte cette année-là. Oui, et qui est entraîné par Gérard Gilly une nouvelle fois. Oui, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes de toute façon. C'est un petit peu dur de les critiquer comme ça et de leur faire porter le chapeau. Bien sûr. Allez, revenons au jeu. Coup franc une trentaine de mètres peut-être. Peut-être Alain Roche, on sait qu'il a une frappe très lourde. Carlos Moser aussi. Entre 25 et 30 mètres, 30 mètres plus. Oui, c'est pour Alain Roche. La frappe de Roche au-dessus une nouvelle fois. Beaufreton qui voit beaucoup de frappes passer à côté ou au-dessus, mais qui pour l'instant n'a pas eu véritablement à intervenir. Les virages s'impatientent. Ouais, et ce ballon qui ne revient pas. Et à l'époque, il y avait un seul ballon sur le terrain. Les ramasseurs de balles n'avaient pas de ballon de rechange. Auguiron a fait plusieurs fois la meilleure expérience en allant jusque devant le virage pour réclamer le ballon. En partant de son banc, l'entraîneur auxerrois. On s'en souvient en Coupe d'Europe, évidemment. Oula, Beaufreton, il s'est un petit peu déchiré. Là, Jean-Pierre Papin, ça passe à côté. Trop croisé. Il a eu chaud, il a eu très chaud. On l'a vu réagir immédiatement après son dégagement. Et on s'est dit que quelque chose n'allait pas. Et généralement, quand un ballon arrive comme ça dans les pieds de Jean-Pierre Papin, il y a de quoi avoir effectivement des frissons lorsqu'on est gardien de but.
Et ça y est, il a épuisé son total d'occasions manquées, Jean-Pierre Papin. Et son entraîneur. On peut dire que la prochaine fera mouche, on l'espère en tous les cas. Fournier. Tiboeuf, Fournier. La faute de Gérard Bernardet. Allez, un peu d'oxygène pour les Verts là. Moser à la roche. Et ça va repartir sur le côté droit. Cherche une solution, Waddle. Il va peut-être trouver. Oui, oula, attention là, gros tacle, il était en retard. Un pied qui traînait, oui. Ouais. Rien, dit Monsieur Wurtz. Si. Ce sera sifflé, cette faute sur Thierry Gros. Ça aurait sans doute valu un carton jaune de nos jours. Oui. Et c'est là qu'on s'aperçoit de l'évolution de l'arbitrage également, de la sévérité de l'arbitrage. Parce qu'on se souvient par exemple qu'un Français, je me demande si c'était pas Patrick Vieira, avait été expulsé en Coupe du Monde pour un tacle, ou Thierry Henry peut-être, pour un tacle un tacle en retard, de cet ordre-là. Oui, c'était Thierry Henry contre l'Uruguay. Exactement. De bien mauvais souvenirs. C'est vrai que cette Coupe du Monde 2002 ne restera pas dans les annales. Attention, sur coup de pied arrêté, les Stéphanois peuvent être dangereux. Ils ne le sont pas vraiment dans le jeu. Alors pourquoi pas sur un coup franc, non, ballon sans danger. C'est pas terminé pour eux. Si ce sera terminé, on a tenté le drop côté stéphanois. Et les Marseillais vont pouvoir souffler un peu et se dégager. Alors il n'y a que 2 joueurs sur le banc. Encore à cette époque-là. Il s'agit de Patrice Hérault. Et d'Abdou Diallo évidemment, le sorcier sénégalais qui a tant enflammé les virages du stade Vélodrome dans les années 80. Chris Waddle qui multiplie les appels, qui offre des solutions à ses coéquipiers. Là pour l'instant c'est Manu Amoros. Et dans la surface de réparation, il va frapper du gauche. Il a un petit peu écrasé sa frappe, Manu. Je ne sais pas s'il n'a pas voulu ouvrir pour Bruno Germain plutôt. Il y a le feu là dans la défense stéphanoise. Marseillais qui récupère tout de suite le ballon. Mais un bon pressing de Tiboeuf oblige les Marseillais à donner en retrait pour Gaëtan Huard. Et ça fait toujours bizarre de voir un gardien récupérer le ballon à la main sur une passe d'un défenseur. C'était encore en vigueur il y a 5-6 années de ça, 7 ans peut-être. Oh, un petit peu plus que ça. Une dizaine d'années alors. C'est très certainement la dernière année des passes en retrait, je crois. Ça a dû changer après la Coupe du Monde en Italie peut-être en 90. Waddle avec ses contre-pieds. Là il a été repris par De Guerville. Dimeco. Et il y avait encore des trompettes au stade Vélodrome. Manolo avec sa grosse caisse. Attention, c'est Philippe Vercruis là. C'est bien vu tout ça. Philippe Vercruis, ce deuxième poteau. Il n'y a personne. Germain. Mais c'est pas terminé. Waddle, belle fin de corps pour se saisir du ballon. La tête de Germain peut-être, non, c'est renvoyé. Il a balancé le défenseur stéphanois, il lui parlait de main morte. Il y a de gros duels. Moser à la lutte avec Tiboeuf. Guillaume, ça n'a pas grand chose à voir, mais je suis en train de regarder les feuilles de match de cette 10e journée du championnat 89-90. Et je m'aperçois que Montpellier, qui est en bas de tableau, joue quand même avec Rulio César, Pascal Baïs, Vincent Guérin, Laurent Blanc, Eric Cantona, Daniel Xuereb et Stéphane Paille. Vous vous rendez compte des équipes qu'il y avait dans le championnat de France à l'époque. Et c'est la génération championne d'Europe Espoir en 88.
Il y avait Cabanas, Corentin Martins. À Brest. À Brest. Le FC Nantes, c'était pas mal, je suppose aussi. Ouais. De Sailly, Deschamps. David Ginola au Matra Racing. Marsico, Gérald Passy. Omar Da Fonseca à Toulouse. L'AS Monaco avait Ramon Diaz en pointe. Ouais. Et déjà Franck Dumas à Caen. Franck Dumas, on parlait des défenseurs centraux qui ne laisseront pas une grande empreinte à Marseille. Et Jean-Pierre Papin qui s'est élevé mais qui n'a pas pu avoir ce ballon. Manu Amoros au deuxième poteau. Ah, une petite poussette dans l'eau de Bruno Germain. Rien ni Monsieur Wurtz jouer. Et c'est Laurent Fournier qui est chargé de remonter ce ballon. Un peu court. Laurent Fournier. Et Monsieur Wurtz cette fois-ci intervient au grand dam des Marseillais. Ouais. Ah, il en sourit un peu Laurent Fournier, mais on le sent légèrement carbonisé à l'approche de la mi-temps. C'est un peu laissé tomber le milieu de terrain stéphanois. Alors que les Marseillais réclamaient une faute sur Bruno Germain dans la surface de réparation. Et Mulhouse était encore en première division à cette époque-là. Oui. Mulhouse qui était entraîné par celui que l'on a surnommé Attila. Pour ses moustaches. C'était Didier Noto, évidemment. Qui ensuite est parti au Havre, par exemple. Au Havre, oui. À Sochaux, à Valence. Pas pour son accent alors, hein, pour sa moustache. Il y avait Franck Keller qui jouait à Mulhouse. Si l'on vous donne toutes ces indications, c'est évidemment pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Ah oui, c'était Franck Priou, l'attaquant. Le numéro 9 mulhousien à l'époque. Pour vous resituer un petit peu, vous remettre dans le bain. Et puis parce que cette mi-temps pour l'instant est en dents de scie, hein, vraiment c'est par saccade. Les Marseillais sont un petit peu poussifs, les Stéphanois plient mais ne rompent pas. Waddle. Ouais, et puis qui a trouvé Papin dans la surface de réparation. Il va peut-être se retourner, c'est super bien joué là, Chris Waddle. Il est un petit peu plongé là, l'anglais. Qui a joué un peu à Greg Louganis en fin de course. Ouais. Et qui en profite pour mettre les mains sur les genoux et récupérer un peu. Ouais. Ça, en fin de mi-temps là. Uniquement de l'intox. Il a gagné 10 secondes très bénéfiques pour lui. Et il y avait eu un mouvement dans la surface de réparation. Oh, le bon pressing là de Bruno Germain vers Cruyff. Le ballon est récupéré par les Verts. Tiboeuf. Tiboeuf encore lui. C'est pris un bon coup d'épaule là par Carlos Moser. Ce sera une faute. On appelle ça un tampon au rugby. Ouais, ou une cravate. A été stoppé dans sa course. Il a pris Carlos Moser et ses 90 kilos de face. Dans le buffet. Et Monsieur Wurtz vient où nous valide un petit peu sonner Tiboeuf. C'est Vitschge ou Fournier pour taper ce coup franc. Fin de Fournier qui est parti dans la surface de Fournier qui s'est bien joué. Et la sortie caractéristique de Gaëtan Huard qui cette saison-là malheureusement va se briser la jambe face au Bulgare de Sofia en Coupe d'Europe. Face à Risto Stoïkov. Gaëtan Huard qui après coup ne récupérera jamais et qui partira véritablement à Bordeaux, et qui partira ensuite se refaire une santé à Bordeaux. Il détient toujours d'ailleurs le record d'invincibilité avec Bordeaux. Avec Bordeaux. Le bon pressing là, de Manu Amoros avec Steve Baek. Ils se battent les Marseillais. C'est vrai qu'ils sont en train d'asphyxier les Stéphanois. Ah, c'est pas très technique hein, côté stéphanois, on le savait. Non, mais quand on vient au Vélodrome à cette époque-là, de toute façon, en plus, oui, on essaie avant tout de ne pas prendre de valise.
se chambre un petit peu entre Manuel Amoros et Le Guerville. Une touche effectuée par Bruno Germain. On ne le bouge pas comme ça, Bruno Germain. La preuve. Carlos Moser. Alain Roche. Il va repiquer vers l'intérieur. Alain Roche est donné pour Chris Waddle. Dos au but. On voit que même Étienne Mendy et Thibeuf défendent. Attention, encore une fois Germain au deuxième poteau. Il est toujours là, Bruno Germain. Généralement, c'est Jean-Pierre Papin qui pique au premier. Bruno Germain au deuxième. Mais c'est vrai qu'il joue quasiment attaquant puisqu'il n'a vraiment personne dans son couloir à surveiller. Et Carlos Les Moser Stéphanois étant tous en défense. Attention, peut-être une petite faute là sur Moser, non? C'est ce qu'il réclamait en tous les cas avec Rob Witschge. Attention, Mendy bien coupé par Tigana. Et ballon au sol pour Dimeco et Bernardet. L'attaque stéphanoise a été bien stoppée. En tous les cas, la maison stéphanoise résiste pour le moment. Oui, techniquement, c'est un ton au-dessus côté marseillais, indéniablement. Manu Amoros qui couvre un terrain incalculable. Thibeuf en relais avec Gégère, ballon contré par Tigana une nouvelle fois. Jean-Pierre Papin signalé hors jeu par le juge de touche. Jean-Pierre Papin qui lance le ballon vers l'arbitre de touche, histoire de lui faire part de son mécontentement. Mais ça reste bon enfant tout ça. Un peu de frustration pour l'attaquant marseillais. Et on essaie de s'organiser côté stéphanois, mais c'est pas facile. Ouais, on dépasse rarement la ligne médiane. Geiger pour Sivbike. Chris Waddle en couverture, qui préfère relancer plutôt que de passer par Gaëtan Huard. Moser. Bercruis, Bernardet. Un style vraiment très proche d'Alain Giresse pour Gérard Bernardet. C'est le même gabarit. Et ce sera un nouveau corner. Sur cette montée d'Alain Roche, côté droit. Manu Amoros pour le frapper. À terre, oui, c'était pas mal joué pour Jean-Pierre Papin. Une combinaison inédite. Et Thibeuf qui redescend très loin chercher les ballons et qui n'est pas ménagé ni par Carlos Moser ni par Eric Dimeco. Un bon petit coup de ciseau à la Dimeco. Qui vient immédiatement. C'était monnaie courante à l'époque. Qui vient immédiatement s'excuser. Oui, bien sûr. Ah oui, sale soirée pour Thibeuf. Il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent déjà à son poste d'avant-centre. Alors si en plus il prend des coups, le pauvre, enfin ça permet aux Stéphanois aussi de récupérer un petit peu. Il a l'air d'avoir mal, il attend le soigneur, mais Monsieur Wurtz, lui, a des doutes quant à la blessure de ce même Thibeuf. Il va se relever d'ailleurs sans problème. Il n'a pas marché dans la combine, Robert Wurtz. Qui a joué avec Garand d'ailleurs, Thibeuf ensuite, qui formait le duo, le fameux duo très prolifique. Oh, il y a quand même un petit quelque chose sur la cheville. Bien s'est sûr. fait frictionner le petit Thibeuf. D'ailleurs le soigneur est rentré, ça y est.
Ouais. Oui, il y a un petit quelque chose. Il y a un vrai coup de ciseau, une bonne cisaille comme on dit, sur la malléole. Ou le tendon d'Achille, et ça vous en savez quelque chose, c'est très douloureux. Alors on est venu voir un peu l'état de la cheville de l'attaquant stéphanois. Alors est-ce qu'il est sorti du terrain? On le considère sorti du terrain, pas sorti du terrain? Non, apparemment le jeu a repris, donc les règles sont un peu moins strictes à l'époque. Hein. Je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en 1989, le 16 septembre, 10e journée de championnat 89-90 entre Marseille et Saint-Étienne. On approche de la fin de la première mi-temps, toujours 0-0. Et on attend ostensiblement la mi-temps côté stéphanois. À la grande joie des spectateurs marseillais, vous l'entendez. Beaucoup de Stéphanois ont fait le déplacement également. Lorsqu'on est amoureux de ballon rond, ça fait partie des déplacements que l'on coche sur son agenda, avec son but de Bordeaux et de Paris, et puis Lyon évidemment pour les Stéphanois bien sûr. Ça c'est le derby très chaud. Paris n'est pas encore l'ennemi, hein. Non. À l'époque. On n'est pas encore rentré dans l'ère Canal, côté parisien. Mais ça commence à chauffer entre les deux clubs, puisque Tomislav Ivic est là. Et Paris qui présente quand même une équipe relativement attrayante. Hein. Ouais. Georges Weah, ça fait de Sozic bien sûr. Non, il n'y a pas Georges Weah à Paris. À Monaco, pardon. Parce Monaco, que... hein. Non, même pas. Non. Weah n'est pas arrivé à Monaco à l'époque. Hein. Weah est à Monaco et c'est Daniel Bravo qui Weah est à Paris. déjà à Monaco, exactement. Il joue aux côtés de Ramon Diaz. Par la suite, c'est Klinsmann qui arrivera à Monaco et Weah partira à Paris 2 saisons plus tard. Et dans l'effectif parisien, il y a notamment Janol, Souzic, Libar, Pérez, Christian Pérez, Calderon, Vicente Calderon. Non, pas Vicente Calderon, c'est le stade. Hein. Ouais. Le stade de Séville. Oui, exactement. Non, ce n'est pas le stade de Séville, Vicente Calderon. Il faudra regarder parce que... Le stade de Séville où s'est déroulée la demi-finale France-Allemagne. C'est Sanchez Pizjuán. Pizjuán, exactement. Allez, on approche de la mi-temps. Bah, comme vous, on essaie de se souvenir des grandes heures du passé. À la mi-temps. Allez, c'est bientôt fini, c'est même fini. Il a sifflé. Robert Wurtz, 0-0, match difficile, grosse domination marseillaise. On se retrouve dans quelques instants. Pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, après une première période que l'on ne qualifiera pas d'inoubliable, hein, loin de là, mais qui a tout de même assis et permis de montrer la supériorité marseillaise avec des Stéphanois qui plient pour l'instant, qui sont toujours... qui restent sur un score vierge, 0-0. Et la cage de Beaufreton reste inviolée, mais des Marseillais qui vont sans doute trouver la faille. On ne voit pas comment les Stéphanois pourraient tenir 90 minutes comme cela, Christophe. Non, ce sera dur, surtout face à une telle équipe. Je vous rappelle que nous sommes en septembre 89. Rien n'a bougé au niveau des remplaçants, côté marseillais en tout cas. Et côté stéphanois, même chose. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'il s'agit de la 10e journée de cette saison 89-90. L'Olympique de Marseille compte dans ses ranglets en UA Eric Dimeco, Alain Roche, Carlos Moser, Manu Amoros, Bruno Germain, Jean Tigana, Philippe Vercruis, Gérard Bernardet, Chris Waddle et Jean-Pierre Papin. Rien que ça. Allez, Beaufreton, le gardien stéphanois pour le dégagement. Écoutez, Stéphanois, ce sont les 11 mêmes acteurs, hein, je crois aussi également. Ça n'a pas changé. Tibeuf. Aon.
meneur de jeu. Gros, c'est pour Petit Boeuf, non. Ouais, attention Gaëtan Huard. Ouais, attention à Gaëtan là. Il a joué avec le feu le gardien marseillais. Papin. Vercruz qui cherche une solution, il laisse pour Gentilgana. Germain. Et Eric Dimeco, non pardon, Chris Waddle. Ce sera pour Beaufreton sans souci sous la menace de Philippe Vercruz. Et le public du Vélodrome qui commence à s'impatienter. C'est vrai que cette équipe sur le papier a une telle allure qu'on n'imagine pas un seul instant que ce match se termine sur ce score vierge. Ah bah il y a pas mal d'internationaux, hormis peut-être Il n'y a que des internationaux. hormis Bruno Germain. Non, non, Germain est international à quelques sélections en équipe de France à l'époque. Oui, quelques Gérard Bernardet. Peut-être Bernardet. Peut-être, ouais. Alors Roche lui est déjà en équipe de France. Gaëtan Huard, lui, est barré par la multitude de grands gardiens en équipe de France, que ce soit Joël Batz, bien sûr. Bruno Martini. Il y a Martini, il y a Olmeta, il y a beaucoup de monde à l'époque. Huard n'aura pas de carrière internationale. Il en aurait eu une très certainement s'il ne s'était pas blessé. Une blessure qui interviendra quelques mois plus tard d'ailleurs. Attention à cette contre-attaque stéphanoise. Et bonne couverture de Gentilgana et surtout de Gaëtan Huard qui est sorti loin de ses 18 mètres. Relance très propre du gardien marseillais. On commence à cette époque-là à voir sortir des gardiens. Oui, une phase de jeu qui a été popularisée par Javier Marthez notamment. Ouais. David Seaman. Et par la fameuse règle dont on parlait tout à l'heure, du jeu au pied et de l'interdiction pour les gardiens de se saisir du ballon sur une passe en retrait de la défense. Papin. Petit Boeuf. Il se bat énormément. Ah, oh, il voilà. est tombé là. Robert Wurtz, il demande à tout le monde de se calmer. Un petit entretien de Monsieur Wurtz. Il ne sort pas le carton. Ah, c'était un spectacle vivant à lui tout seul de toute façon, Monsieur Wurtz, on vous avait prévenu, mais certains d'entre vous s'en souviennent évidemment. Ah, il est intervenu immédiatement et les esprits se sont calmés dans la bonne humeur en plus. Un premier changement pour l'Olympique de Marseille, c'est Diallo. Abdou Diallo pour faire entrer, pour enflammer le côté gauche. C'est Gérard Bernardet qui va sortir. Il a beaucoup travaillé, Gérard Bernardet, mais il n'a pas été très en réussite. Et le Vélodrome adore Abdou Diallo, évidemment. Gérard Gilly. Regardez Gérard Gilly. Vous avez entreaperçu. On aperçoit Vazalucci également, Louis. Louis Vazalucci, oui. On a vu tout à l'heure Alain Soultanian, avec quelques années en moins, évidemment. Et premier ballon pour Jean-Pierre Papin, centre entrée. Je crois qu'il avait sifflé l'arbitre. Hein. Et Bruno Germain avait été un peu court. C'était de toute façon sifflé. Quel est faiseur de Terence Hill, Bruno Germain aussi pendant que je suis. Bien sûr, ouais. Terence Hill, Crocodile Dundee. Oui, puisqu'on a fait ça le fait partie tour de ses surnoms, des sosies. Ah, il nous en voudra pas, Bruno. On cherche Tibeuf qui a réussi à se débarrasser de Dimeco, mais il sera coupé par Carlos Moser. Cette relance marseillaise n'ira pas loin. Attention aux Stéphanois là qui sont en train de reprendre un peu de poil de la bête en ce début de deuxième mi-temps. Et Bruno Germain à la lutte. Le dernier mot est pour le Marseillais. Et ils seront coéquipiers par la suite d'ailleurs, vous le savez. Ouais. En 1990-91, ce sera la saison suivante. Laurent Fournier qui jouera notamment la finale de Bari. Amoros,
toujours le torse en avant, une conduite de balle très caractéristique pour Manu Amoros. Il va s'en sortir Manu. Non, il a perdu le ballon. Manu Amoros, très certainement le plus grand latéral gauche et droit d'ailleurs, pour connu le football français. Vicente Lizarazu, c'est pas mal quand même. C'est pas mal aussi, évidemment. Mais c'est une autre époque. Et Jean-Christophe Touvenel fait de très bons matchs également avec Bordeaux à cette époque-là. Il n'y avait pas une défense de poète à Bordeaux à l'époque. Avec les Garnotror, Touvenel, Baptiston, Specht. Léonard Specht, Baptiston, oui. Touvenel qui est un René Girard en milieu de terrain également, en numéro 6. Bien sûr. Qui ratissait pas que des ballons d'ailleurs. Ouais. Un joueur très rugueux. International lui aussi. Aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France des 19 ans. Chris Waddle. Allo pour Tigana. Petit ballon pour Papin, c'est contré. Laurent Fournier. On cherche systématiquement Jean-Pierre Papin dans et la regardez surface de où est réparation. Tiboeuf. Vient jusqu'à sa surface de réparation pour essayer de toucher un peu du cuir. Il a donné de sa personne, Tiboeuf, dans ce match-là. Oui, mais c'est sans doute la consigne de Robert Arbin, descendre, prêter main forte à sa défense lorsque l'OM attaque. Donner une solution de relance sans balancer forcément un long ballon devant Bruno Germain. 1-2 avec Chris Waddle. Ça aurait pu faire mal. Encore une fois, Germain qui joue quasiment avant-centre. Tiens, tenez, un peu d'histoire. À l'époque, Jacques Santini, le sélectionneur, entraînait le LOSC, Lille, où jouait Christophe Galtier d'ailleurs. Raymond Domenech entraînait Lyon. Nouzara était à Caen. Aimé Jacquet entraînait Montpellier. Il se fera virer à la fin de la saison d'ailleurs. Pour connaître une fin de carrière beaucoup plus glorieuse évidemment. Beaucoup plus reluisante, oui. Monaco était entraîné par Wenger. Attention au deuxième poteau. Le Paris Saint-Germain Paris 8. Il y avait Miroslav Blažević à Nantes. Takac à Sochaux. Bref, des noms prestigieux du championnat de France. Et à Bordeaux? Et à Bordeaux, je ne vais pas vous dire de bêtises, en 1989, alors, je vous avoue que je ne l'ai pas. C'était peut-être Guy Stéphane? Non, non, c'était pas Guy Stéphane, présenté. Je vous avoue que j'ai un trou. Ah, c'était notre ami Raymond Goethals. Non, je crois que Goethals arrive lors de la saison 91-92. Non, je vous dis peut-être une bêtise. Non, non, ce n'est pas encore Goethals, c'est certain. Ça va nous revenir. Oui, on va chercher ça. Allez, le stade Vélodrome s'impatiente aussi. Les supporters donnent de la voix pour pousser leur équipe vers le but. Et dans ce Vélodrome que l'on ne verra plus par la suite, eh bien, le bruit restait, c'est l'argument des supporters de l'époque, le bruit restait ras de la pelouse et il y avait une vraie ambiance de stade à l'anglaise un peu. Maintenant il y a une très bonne ambiance également, mais tout autre. Ouf, on a senti un contact sur ce tacle d'Éric Dimeco. L'arbitre a laissé l'avantage. Et des Stéphanois, attention, qui se font un peu moins timorés qu'en première mi-temps, qui Fournier, se testent un classique peu. de Germain. Ballon joué rapidement. Oh,
Hop, attention, il est passé. Il rentre dans la surface de réparation. Le Stéphanois. Et Carlos Moser est là en dernier rempart. Avec Chris Waddle le long de la ligne de touche. Un poste qu'il affectionne particulièrement. Il n'est pas attaqué, alors il continue. Bruno Germain. Vers Cruz. Alors que de mon côté, Guillaume, je vous avoue que je suis encore sur l'entraîneur de Bordeaux lors de Ah, cette ça vous saison travaille, cette histoire. 89-90. Moi, je mettrais une petite pièce sur Raymond Goethals, peut-être. J'en doute un petit peu. Et pour l'instant, on va s'intéresser à cette attaque marseillaise avortée. Et Laurent Fournier peut dégager. Et c'est de Guerville. Chris Waddle, Jean Tigana. Jean Tigana toujours. Pied gauche. Et personne à la tombée de ce ballon. Chris Waddle. On tente par les côtés, on tente par le centre. Avec Hors-jeu signalé, signalé c'est par un hors-jeu. Les ballons dégagés. On touche pour les Marseillais. Allez, Monsieur Wurtz qui vient lui-même donner un peu de rythme à cette rencontre. Eh oui, ah, il est théâtral Monsieur Wurtz, hein, ça. Il a demandé aux Stéphanois d'accélérer le mouvement. Alliant le geste à la parole, attention, Manu Amoros approche de la surface de réparation, il a levé la tête. Ah, il a voulu frapper Manu. Frappe croisée, mais c'est un angle quasi impossible. Et ce ballon qui n'inquiète pas Beaufreton. Toujours 0-0 dans cette rencontre si vous nous rejoignez. Sachez que nous sommes le 16 septembre 89 et qu'il s'agit de la 10e journée de championnat. L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Saint-Étienne. Marseille qui est 3e à l'époque, derrière le Paris Saint-Germain et Bordeaux qui est en tête. Et des rencontres que vous découvrirez tout au long de la saison sur OMTV. On feuillettera comme ça la grande histoire de l'OM régulièrement pour votre plus grand plaisir, j'en suis sûr. Dimeco, Waddle en triangle avec Germain. Encore Germain. Bruno Germain qui était un très bon joueur de triangle. Hein. Ah oui. Amoros. Et Diallo. Centre. Le centre de Diallo capté par directement Beaufreton. dans les gants du gardien stéphanois. Et je sens que cette histoire d'entraîneur bordelais vous turlupine, Christophe. Oui, vous avez peut-être raison, c'est peut-être Raymond Goethals. Alors, Il entraîne Bordeaux lors de la saison suivante, c'est sûr, avec Jean-Philippe Durand notamment. Bernard Pardo, qui rejoindront par la suite l'Olympique de Marseille, attention. Alors à qui Raymond Goethals a-t-il succédé? Ça va peut-être vous aider. C'est là la grande question, Oui. parce que Jacquet vient de quitter Montpellier. Il vient de quitter Bordeaux pour Montpellier. Alors il vient peut-être d'arriver Raymond Goethals à Bordeaux. Je vous avoue que c'est très énervant. Et nos téléspectateurs, eux, le savent très certainement. Ce qui est sûr, c'est que Marseille est entraîné par Gérard Gilly. Et Saint-Étienne connaît la dernière saison de Robert Herbin. Étienne Mendy. Mendy. Et faute de Philippe Vercruis, un match qui s'enlise. Pour l'instant,
La mission des Stéphanois venue chercher au moins le point du match nul, enfin au maximum le point du match nul. La mission est réalisée, donc se réalise. Saint-Etienne qui est 13e à l'époque, mais qui compte 9 points. Seulement 5 de moins que l'Olympique de Marseille. Il y a encore la victoire à 2 points à l'époque. Les stoppeurs. On demande de l'action côté marseillais, du côté du public marseillais. Fournier avec Rob Witschge. Et Geiger vers Beaufreton sans problème. Alors que le frère de Rob Witschge, Richard Witschge, rejoindra lui les Girondins de Bordeaux. Il jouera notamment avec Dugarry, Alain Roche, Lizarazu et Zidane, cette finale de Coupe UEFA. Perdu contre le Bayern Munich, oui. Ouais. Le Bayern Munich de Jean-Pierre Papin à l'époque. En 96. Exactement. Et l'entraîneur bordelais était Roland Courbis. Non, Gernot 3. Ouais, l'indice est retenu et c'est Gaëtan Huard qui est bien sorti. De Gerville avec Fournier. Vous êtes sûr que c'est pas Roland Courbis cette saison-là? Certain, c'est Gernot 3. Avec un Bordeaux moribond en championnat et très valeureux en Coupe d'Europe. Exactement. Très bien, je vous fais confiance. Vous êtes incollable sur les entraîneurs bordelais de toute façon. Bordeaux qui en demi-finale élimine le Milan AC grâce à Zidane en quart de finale. Bordeaux élimine le Sparta de Prague en demi-finale. Exact. Eh bien, décidément, c'est une affaire de quiz aujourd'hui. Vous nous pardonnerez, mais je suis sûr que vous jouez avec nous. Pour ceux qui s'en souviennent. Emmanuel Moros, longues enjambées. La grosse faute là du défenseur stéphanois. Qui récolte un carton jaune. Faute de Thierry Gros. À moins qu'il ne s'agisse du capitaine Geiger. Oui, c'est Geiger qui a été averti. Il a pris un carton, je crois. Oui. Ou il va le prendre. Oui, il a pris, il le prendre. Il l'a noté, ça y est. Robert Wurtz. C'est le Suisse Geiger. Amoros Waddle, bien sûr, avec son pied gauche. Allez, Chris Waddle qui s'élance. Le pied gauche, c'est directement dans le mur. Encore une occasion ratée par les Marseillais. Ça commence à faire, non pas beaucoup, mais à faire long maintenant. Mais les minutes passent et Saint-Etienne joue en contre. Et pas de mésentente, attention. Rob Witschge, encore une sortie, Gaëtan Huard. Il a fait le ménage. Il n'a pas eu froid aux yeux sur ce long raid. Le gardien marseillais, le portier olympien. Tiens, c'est Patrice Hérault qui fait sa rentrée. Il remplace Philippe Bercruis. Avec du 109 pour dynamiser cette équipe marseillaise qui bute pour l'instant. Regardez Joël Coste et Jacques Bailly. Ça doit leur rappeler de bons souvenirs. Eux qui nous regardent très certainement. Et notamment que les survêtements à l'époque n'étaient pas du meilleur goût. Ouais, mais alors on a vu celui des dirigeants stéphanois il y a un instant, qui n'est pas. Quand je dis les survêtements, c'est pas spécialement ceux des Marseillais. Et regardez.
On a vu le derrière, on n'a pas vu le devant. C'est dommage parce que ça vaut le coup d'œil. Qui sait, peut-être que dans quelques années, eh bien, nous porterons à nouveau ce type de survêtement. C'est un éternel recommencement. Eric Dimeco qui sortit vainqueur de ce duel aérien. Mais ballon stéphanois sur cette touche. Et les minutes passent, Marseille s'impatiente. Il va falloir trouver une solution. Il y a les joueurs pour ça sur la pelouse. Et Monsieur Wurtz dynamise tout ce petit monde en allant directement sur la ligne de touche pour demander aux joueurs de hâter un peu le mouvement. Bah oui, Saint-Etienne vous la montre et on les comprend. Il est là, regardez Monsieur Wurtz très très vigilant. Il s'intéresse à tout ce qui se passe, le ballon qui ne revient pas, une bouteille d'eau qui traîne. Moser. D'ailleurs, vous avez remarqué, il a essayé de pousser la bouteille du pied, il l'a raté. Il est reparti dans l'autre sens, la bouteille est restée. C'était une fan de frappe. Oui. Attention, là c'est bien parti, Patrice Hérault. Il a vu Jean-Pierre Papin qui s'est jeté, c'est repoussé par Sylvain. Mendy qui va tenter de conserver ce ballon sous la menace d'Imeco. Lui aussi, il a beaucoup couru, Etienne Mendy, pas forcément dans le sens du but. Moser qui monte aux avant-postes, il a compris que le temps était compté désormais. Attention à Moser, il a tenté le grand pont, il y a une petite mimine. Involontaire selon Robert Wurtz. Allez, Dimeco. Vous remarquez qu'à l'époque, tous les joueurs, dans toutes les équipes, portent la même marque de chaussures. On n'a pas encore le droit d'avoir des contrats individuels à l'époque. Il y a une marque pour les Marseillais, une autre bien connue également pour les Stéphanois. C'était avant que les droits d'image se développent. Changé, ouais. Allez, Chris Waddle pour faire la différence de l'approche. Il est passé. La faute. Ah oui. Oui, il y a une faute là. Il a beau protester Pierre Aron. Il y a une faute. Coup franc très intéressant. Alors c'est pour un pied droit. Il y a Jean-Pierre Papin, il y a Patrice Hérault qui peut frapper ce coup franc. Mais Jean-Pierre Papin est là, il adore cette distance. En général, c'est la lunette opposée. Allez, Papin, qui, je vous le rappelle, était encore douteux. Avant le début de cette rencontre, il a effectué un dernier essai. Et il va très certainement nous gratifier d'une petite mine, d'un petit missile. Jean-Pierre Papin qui a pris un coup en Coupe d'Europe la semaine précédente. C'est vrai. Enfin la semaine précédente, quelques jours auparavant. Papin, l'intérieur du pied, la lucarne. La lucarne pour Jean-Pierre Papin. Oh, un bijou de Jean-Pierre Papin. Quel but de Jean-Pierre Papin. Alors là, il n'y avait vraiment rien à faire pour le gardien stéphanois. Un véritable missile travaillé qui plus est de l'intérieur du pied. Il est content, JBP. Non, Roberto Carlos n'a rien inventé. C'est vrai. Il n'a fait que développer. Regardez la trajectoire de ce ballon. Ah, c'est de l'orfèvrerie. Imparable pour le gardien parce qu'il y a en plus de la puissance. Et ça fait un but à 0. Une trajectoire le montante. Vélodrome est délivré par celui qui va marquer 30 buts au cours de cette saison. Jean-Pierre Papin. Incroyable ce coup franc, le ballon qui, lorsqu'il touche le fil, est encore dans sa phase montante. Oui. Ah, ça ne pardonne pas avec ce type de joueur. On a beau buter sur un mur pendant 1 heure, 1 heure et demie, mais on finit toujours par trouver la faille. La persévérance de Jean-Pierre Papin. Et le talent. Oui, mais la persévérance parce qu'il n'était pas forcément plus doué qu'un autre au départ, mais il a travaillé devant le but longtemps, souvent après ses partenaires d'entraînement. Véritable staccanoviste du football. Chris Waddle. À grandes enjambées. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire là, Chris Waddle? Petit pont, passement de jambes. Ça sent gris-gris. Premier passement de jambes. Ça sent gris-gris. Deuxième passement de jambes. 2 seulement.
C'est un peu moins que le tarif habituel. Patrice Hérault, lui aussi, super joueur, très technique. Il y a une autre technique dans cette équipe marseillaise. Et un pressing terrible également. Là, c'est Abdou Diallo qui est venu mettre la main à la pâte. Oui, mais qui stoppe l'attaque aux 40 mètres, l'attaque stéphanoise. Ça fait 1-0. Nous sommes en deuxième mi-temps, je vous rappelle si vous venez de nous rejoindre. Et la solution est venue de Jean-Pierre Papin. Ouais. Il s'agit de la 10e journée du championnat 89-90 entre l'OM et l'AS Saint-Étienne. Et le public marseillais a retrouvé de la voix. Il commence à s'impatienter, c'est vrai, à siffler un peu son équipe. Eguerville. Attention, c'est coupé par Carlos Moser de façon très autoritaire. Et si l'OM venait à l'emporter, les Marseillais resteraient au contact de deux leaders de ce championnat qui sont pour l'instant Bordeaux et le Paris Saint-Germain, et distancerait pourquoi pas Toulouse et Sochaux qui sont en embuscade derrière les Marseillais qui comptent un match en moins, c'est bien ça. Alors Bordeaux a joué la veille et a battu Toulon. Hein. Bordeaux qui compte 17 points. Alors que Marseille, s'il l'emporte, en comptera 14. Ouais, Diallo est passé, encore un gris-gris du Sénégalais. Il est retenu, j'ai l'impression, Abdou Diallo, non. Non. Dit Monsieur Wurtz. Si. Dit Monsieur Wurtz. Abdou Diallo qui terminera sa carrière du côté d'Avignon, où il vit toujours, avec son épouse. Allez, le coup franc. La Moros, la tête de Germain, non. C'est dégagé par les points de Beaufreton. Et Laurent Fournier ne pourra pas empêcher. Il n'en peut plus, il en est à son 30e kilomètre. Alors encore un staccanoviste du milieu de terrain, Laurent Fournier. L'espace à part au chien, Laurent Fournier. Moser. Papin en appui là avec Jeannot Tigana. Tigana, il a cherché Papin dans l'intervalle. Non, c'est repoussé. Geiger qui va relancer. Très bon libéraux. On vous laisse écouter les chants de l'époque. Évidemment. Ah oui, belle ambiance une nouvelle fois au Vélodrome. 30 000, ils sont 30 000 dans les tribunes. Ouais. Il s'agit de l'ancien stade, évidemment, l'ancienne configuration du stade Vélodrome. Marseille qui est à l'honneur aujourd'hui, vous le savez, le Tour de France traverse la ville. Et on entend une nouvelle fois la trompette qui a disparu des travées du Vélodrome. Et 1989, c'était la dernière année du passage du Tour de France à Marseille, si je ne m'abuse. 1993, je pense. Ah. 1993. Et la victoire d'un Italien. Alors je crois que cette fois-ci, il s'agit de Bernard Mendy, le frère d'Étienne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Bernard Mendy qui, la saison suivante, malheureusement pour lui, va se briser la jambe et un accident qui sonnera le glas de sa carrière, puisqu'il ne rejouera plus au football alors qu'il était un titulaire indiscutable de l'équipe de France Espoir. Grand espoir du football au poste de milieu défensif. Waddle. Chercher Papin encore une fois. Papin à la lutte avec Sivbeck. Il a pris un petit coup sur la hanche. Il est touché, Jean-Pierre, oui, à la hanche.
Il est solide. Jean-Pierre Papin, jamais blessé hein, avant son problème en fin de carrière au Bayern de Munich. Au genou? Ouais, au Milan AC plutôt. On se souvient de ses adieux au Vélodrome, Jean-Pierre Papin, c'était très émouvant. Ouais, c'était lors d'un OM Cannes. Ouais, devant toute cette foule. Un match perdu par les Marseillais, je crois. Non, match remporté par les Marseillais avec alors j'ai le souvenir d'un un but de Jean-Pierre Papin et un but de Didier Deschamps qui par là même prendra le brassard de capitaine de Jean-Pierre. C'était un beau symbole. Une victoire cannoise à Marseille sur un coup franc. C'était pas la même année. D'accord. Attention, la limite de surface de réparation, c'est Geiger, bien sorti par Gaëtan Huard. Alors, je ne sais pas si le ballon prenait le chemin du but, mais il a préféré assurer. C'est le premier corner de la partie en faveur des Stéphanois. Attention parce qu'il n'y a qu'un but à 0 là pour les Marseillais qui dominent pourtant copieusement cette rencontre. But signé Jean-Pierre Papin sur ce coup franc extraordinaire. Oui, un chef-d'œuvre. Allez, Fournier au point de pénalty, c'est renvoyé par Dimeco, mais directement sur Laurent Fournier qui a une deuxième chance. Les Marseillais demandaient un hors-jeu. Laurent Fournier qui fait un crochet. Ouais, il a tenté le dribble, mais à cette minute-là de la rencontre, avec le chemin qu'il n'a pas couru, Fournier, c'est un peu difficile. Alors la trompette marseillaise s'est tue. Au grand dam de Jean-Sébastien Bérard, notre ingénieur du son qui... qui joue de la trompette, faut le savoir. Oui, qui est un amateur de trompette, il a voilà, fait le tout simplement. conservatoire. Hein. Trompettiste, bien sûr, émérite. Et les notes aussi. Comme Stéphane Canel, on ne le répète pas assez, mais... Comment va-t-il, Stéphane? Vous avez des nouvelles de Stéphane grand Canel? virtuose de la trompette, il est en vacances. Il est en vacances actuellement. C'est pour au Cap d'Agde, hein, si vous êtes du côté du Cap d'Agde. N'hésitez pas à être attention, ce ballon qui file devant le but. Waddle. Ah, c'était très dangereux, situation chaude pour les Stéphanois. Chris Waddle qui parvient à redresser ce ballon, deuxième poteau, non, ce sera derrière. Il a eu chaud au Beaufreton. Alors vous avez les nouvelles longues de Stéphane Canel qui est en vacances. Oui, Stéphane Canel qui coule des jours heureux en charmante compagnie du côté du Cap d'Agde. Il est un peu connu comme le loup blanc là-bas, hein. C'est un petit peu son... Dites-moi, le Cap d'Agde, c'est pas une station de naturiste par hasard? C'est entre autres une station naturiste. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas persuadé, non, d'accord. Il n'est pas de ce côté-ci de la barrière, Stéphane Canel. Même s'il lui arrive très certainement de la franchir. Mais pas cette année, hein. Pas cette année, on le répète. Stéphane est parti en vacances avec madame et leur chien. Voilà quelques nouvelles de votre présentateur préféré. Vous, les abonnés qui suivaient religieusement le journal. Attention à Jean-Pierre Papin et but. Ça fait 2. Alors était-il hors jeu ou pas? Non, mais il n'était pas hors jeu. Et Papin qui double la mise. Et bien voilà, 2 éclairs de génie de Jean-Pierre Papin pour sceller le sort de cette rencontre. 2-0. On voit mal les Stéphanois revenir maintenant. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Ah non, ils ont le moral dans les chaussettes là, les Stéphanois. Regardez, ils sont même pas remplacés. Patrice Hérault. Abdou Diallo qui va voir jouer. Oui, il est hors jeu, Jean-Pierre. Ah non, peut-être pas. Ouais, c'est limite, mais en tous les cas, il y a but. Ça fait 2 buts à 0 en faveur de l'Olympique de Marseille face à Saint-Etienne. Les carottes sont cuites. Bon, sans vraiment être flamboyant, l'Olympique de Marseille qui va engranger 2 points supplémentaires. Et le stade qui scande JPP, JPP, JPP. Mais il le scandera 30 fois cette saison. Cet air des lampions, comme on dit. Oui, c'est l'air des lampions. Ouais. Alain Roche avec Bruno Germain.
ça y est, les Marseillais vont dérouler tranquillement maintenant jusqu'au coup de sifflet final. La victoire est assurée. Les Stéphanois sont complètement cuits. Et regardez cette Ola. Ça fait longtemps qu'on ne la voit plus au stade Vélodrome. La Ola, c'est vrai que peut-être pas forcément eu très souvent l'occasion de la faire ces dernières saisons. Et qui sait cette année, notamment on touche du bois pour la Ligue des Champions. On aimerait bien revoir le stade Vélodrome se lever. Allez, Patrice Hérault. Qui a apporté beaucoup depuis sa rentrée, Patrice Hérault, avec Abdou Diallo. D'ailleurs, c'est lui qui donne le deuxième but. Attention, il y aura un... Non, pas de corner. Allez, bien joué, Diallo. Qui a protégé ce ballon. Longue transversale pour... Carlos Moser qui était monté. Il a voulu nous faire le coup de Lyon. Et ça n'a pas marché. Laurent Fournier au centre, il y a Tibeuf. C'est bien joué, c'est très bien joué. Oula. Il y avait Mendy, sortie de Gaëtan Huard. Et là on voit encore les sorties à la Gaëtan Huard. Et devinez pourquoi il y a eu danger, parce que Carlos Moser était aux avant-postes sur l'action précédente et n'a pas pu se replacer. Alors ça a désorganisé la défense marseillaise. Ah ouais, choc entre... un gros choc, ça aurait pu faire beaucoup plus mal que ça à mon avis, mais visiblement il a morflé comme on dit ici, Gaëtan. Il faut dire que c'était pas le genre à calculer, Gaëtan Huard. Lorsqu'il sortait, là on voit le docteur Duby avec Jacques Bailly. À 2 coups de canon de Jean-Pierre Papin, vraiment impressionnant. Et c'était souvent cadré d'ailleurs, Jean-Pierre Papin. Ouais. Surtout ces ballons à l'entrée de la surface de réparation. Il en mettra un wagon. Alors vous voyez qu'à l'époque, on était très économe à l'OM parce que certains joueurs avaient un numéro tout neuf dans leur dos. Et un numéro qu'on voyait à peine sur d'autres maillots. Regardez celui de Papin, celui d'Amoros, on ne le voit pas. C'était pas encore les 2 jeux de maillot par match, comme aujourd'hui. Le public qui scande le nom de Gaëtan Huard, qui est en train de se faire replacer les côtes à mon avis. Plus les minutes passent et plus l'on a peur pour la santé du gardien marseillais. Alors que se passe-t-il? Quelques échauffourées? Non, quelques spectateurs qui ont envie de s'approcher de la pelouse. Les Stéphanois visiblement, ils sont vêtus de vert. Peut-être quelques petits projectiles échangés, ça arrive malheureusement déjà à l'époque. Quelques noms d'oiseaux. Gaëtan Huard qui s'est relevé, mais il n'a pas l'air en grande forme. Gaëtan, il a l'air un peu fatigué. Ah, il a pris Etienne Mendy de la fouet. Ouais. Et Carlos Moser qui demande au public de scander le nom de Gaëtan Huard pour lui faire reprendre sa place, parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y a que 2 remplaçants sur le banc, ils sont rentrés, il n'y a pas de gardien remplaçant. Ce qui fait que si Gaëtan n'est plus en état de jouer, eh bien, ce serait notamment à Jean-Pierre Papin, puisqu'à l'époque c'était lui qui prenait la place du gardien dans les cages. Ça lui est déjà arrivé. Ouais, bien sûr. Et l'OM l'avait emporté. Ouais. Ouais, sans doute la respiration coupée, un coup dans le plexus pour Gaëtan Huard. Alors espérons qu'il n'ait pas laissé une côte dans cette affaire, parce qu'il y a des échéances importantes cette saison. Alors qui était le gardien remplaçant de cette époque, le deuxième gardien de l'Olympique de Marseille? Alors peut-être Jean Castaneda. Oui, très probablement d'ailleurs.
sous Laurent Spinozzi? Non. C'était plus tard. Non. Là, vous vieillissez un petit peu, Laurent. Hein. Et il fait pas son âge, Laurent aussi. Non, c'est vrai. Non, c'était Jean Castaneda. Éternelle jeunesse, éternelle vigueur. Attention à cette incursion marseillaise. De Guerville, bien isolé. Et bien arrêté, bien séché par Ludo Germain. Ouais. Qui garde le ballon, qui dit non, moi je vais d'abord m'expliquer avec vous avant de donner le ballon. Voilà. On va laisser le coéquipier le temps de se replacer. Alors Monsieur Wurtz vient faire, dans son style propre, il nous fait un petit spectacle. Vient faire la loi. Allez, coup franc mal tiré pour les Stéphanois. Les minutes passent, il reste 5 minutes à jouer. Est-ce que quelqu'un un jour a pensé compiler les mimiques de Monsieur Wurtz? Oh, très certainement. Ce serait intéressant d'en avoir une petite cassette parce que... Oui, quelques minutes à jouer. On est rentré dans les 5 dernières sans doute. Oui. Oui, c'est ça. Tentative de 1-2 entre Waddle et Papin. Tentative ratée. Et Laurent Fournier qui va perdre ce ballon. Alors qu'au panneau d'affichage, il reste très exactement 3 minutes à jouer, peut-être 1 minute d'arrêt de jeu. Et l'Olympique de Marseille en bonne voie pour remporter cette rencontre. 2-0, 2 buts signés Jean-Pierre Papin sur un coup franc somptueux à la 69e minute. Et puis d'une frappe à l'entrée des 18 mètres à la 79e. Ce serait une 6e victoire pour l'Olympique de Marseille en 10 journées. Une 7e victoire, pardon. Oui, 7e. Oui, 7e victoire. En 10 journées. C'est vous dire le niveau du championnat puisque Bordeaux est devant avec 3 points d'avance. Et un entraîneur inconnu. Les dernières tentatives stéphanoises. N'auront pas vraiment convaincu les Stéphanois. On les a pas sentis très dangereux. Comme vous l'avez souligné, venu pour prendre au moins le match nul. Ah ouais, voilà. Pas mal. Olé, dit-on dans ces cas-là. Thibaut sur cette action pas mal joué avec là, la sortie du Hard qui a évité le pénalty parce que c'est pas passé loin. Et ben c'est la première grosse occasion pour Saint-Etienne, c'est un petit peu tard. C'est vrai que ça aurait relancé le suspense à 3 minutes de la fin. Ouais, attention parce qu'il est un peu seul là, Carlos Moser, lui qui avait déserté son poste de défenseur, il a frappé Moser directement sur les points de Beaufreton. Il avait mis une grosse frappe comme il en avait le secret. C'était cadré hein. Ah ouais. D'autant plus remarquable que ce n'est pas un attaquant, Carlos Moser. Il a un tel bagage. Une telle présence physique et technique. Alors peut-être est-ce notre anniversaire. Oui, on scande un anniversaire là, dans les virages du stade, mais alors je suis incapable de vous dire duquel il s'agit. Allez, Waddle pour un 3e but, pourquoi pas. On préfère temporiser côté marseillais. Au deuxième poteau là-bas, on a vu Manu Amoros, frappe de Manu Amoros sur la barre transversale. Et ça me rappelait, je ne sais pas pourquoi, cette 82 de France, bien sûr. À Séville. C'était de l'autre côté, mais. C'était de l'autre côté, oui. Ouais, quand on voit Manuel Amoros faire des grands pas armés comme ça, on a ce souvenir. Allez, on est entré dans le temps additionnel, qui n'est pas encore temps additionnel à l'époque. Les arrêts de jeu. Lui n'en peut plus. Il est complètement au ralenti. Oui, mais les Stéphanois ne l'attaquent même pas, non. Ils savent que c'est terminé. Héros. Tigana. Il n'y a plus personne pour faire un appel. On se gêne un petit peu, on se marche un peu sur les pieds côté marseillais.
Allez, c'est bientôt terminé. Monsieur Wurtz qui regarde son chronomètre, qui s'apprête à siffler sans doute à l'issue de cette occasion. Et bien ce sera pour maintenant. Voilà, victoire de l'Olympique de Marseille. Bonsoir Christophe. Bonsoir Guillaume. Les Marseillais, bonsoir à tous, qui s'imposent 2-0, 2 buts de Jean-Pierre Papin et des Marseillais qui restent au contact dans son championnat 89-90. Et on se retrouve demain pour la suite de ce championnat. Salut.